Finkielkraut, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver, comme chaque mois, le dimanche, ce dimanche, au terme d'une semaine très chargée de tout point de vue. Et pas seulement du point de vue sanitaire, on va y venir dans un instant. Je rappelle bien sûr votre dernier livre, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, à la première personne aux éditions Gallimard. À vos côtés, pour vous interroger et aussi pour réagir à cette actualité très chargée, Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie, Bonjour. Vous êtes essayiste et journaliste au Figaro Vox. Et nous aurons au téléphone, bien sûr, notre chroniqueur habituel aussi, qui est Gil Michaeli. Gil Michaeli, directeur général du magazine Causeur et du magazine Conflit. Il s'est un peu auto-mis en quarantaine. Salut Gilles. Salut, voilà, vous êtes un peu mis en quarantaine et vous avez raison, il faut faire attention. Alain, donc vous allez mettre le casque, voilà, pour nous entendre tout le monde. Au menu de cette émission, donc nous avons bien sûr la pandémie de coronavirus. Nous reviendrons ensuite sur des éléments qui sont plus liés aux politiques culturelles et aux polémiques culturelles. Il y en a beaucoup depuis la désastreuse cérémonie des Césars pendant laquelle le cinéaste Roman Polanski a été conspué, hué, ridiculisé de la manière la plus vile. On y reviendra bien sûr avec vous, Alain Finkielkraut, puisque vous avez consacré à cette pantomime un article historique dans les colonnes du journal d'Eugénie. Et puis nous parlerons peut-être un peu du plan Trump au moment où nous rejoindrons Jérusalem avec notre correspondante Pascal Zonshine. Mais tout de suite, Alain Finkielkraut, nous parlons évidemment du sujet de la semaine, le coronavirus, rebaptisé par les médecins Covid-19. J'ai pensé, en préparant cette émission, après tout, c'est une référence qui vous a été chère à un moment, au philosophe Michel Foucault. Vous en avez été un ami dans les années 70 et 80. Et il y a un chapitre dans son livre célèbre Surveiller et punir sur la ségrégation, la relégation des populations pendant l'histoire des grandes épidémies et notamment de la Grande Peste. Est-ce que pour vous, il est valide de dire, comme le font un certain nombre de philosophes, je pense notamment à Giorgio Agamben en Italie, que le traitement actuel par les grandes démocraties du coronavirus met au jour une forme de, alors on va parler à la Michel Foucault, Alain Finkielkraut, de gouvernementalité autoritaire et biopolitique? Non, je trouve cette analyse complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. J'espère vous le prouver. Et il faut pas faire parler les morts. Je ne crois pas que Michel Foucault aurait réagi ainsi. Mais ma réaction, à moi, s'est faite en plusieurs temps. Pendant quelques semaines, j'ai accueilli ce phénomène épidémique et même pandémique avec une sorte de distance ironique. On me répétait en effet, et on le dit toujours, que 98% des gens atteints du coronavirus guérissent. Donc je me suis dit, c'est une grippe en un peu plus grave, et franchement on en fait trop. Cela signifie-t-il que notre société sont à ce point sorties de l'histoire qu'elles ne sont prêtes à payer aucun tribut, à rien? Et puis, cette ironie, finalement, je l'ai dépassée. En réfléchissant justement à ce qui fait l'essence des sociétés modernes. Et ce n'est pas la biopolitique. C'est en effet le congé donné aux anciens. Les anciens, disons, dans la version grecque, si j'ose dire, mettaient l'accent sur la vie bonne. Les modernes sont possédés, comme l'ont montré Tocqueville et Hannah Arendt, par la passion du bien-être. Dans la version chrétienne, ce qui importait avant tout, c'était le salut. Pour les modernes et depuis Descartes, c'est la santé. Comme l'a écrit Michael Walzer, on a assisté à un lent développement de l'intérêt pour les soins médicaux, à une lente érosion de l'intérêt pour les soins religieux. Vous parliez de Woody Allen. Il y a cette extraordinaire réplique de Harry dans tous ses états. Les mots les plus beaux de la langue anglaise ne sont pas I love you, mais it's benign. C'est bénin. On peut le comprendre, aussi romantique que nous soyons. Oui, nous mettons l'accent sur la santé. Et tout d'un coup, je me suis dit que, justement, du fait même du faible nombre de victimes, cette mise en suspens de l'activité
économique avait quelque chose d'émouvant et prouvait bien que nous ne vivions pas du tout, comme le disent certains autres intellectuels d'extrême gauche, à l'époque du capitalisme sauvage, car Emmanuel Macron le répète, nous devons protéger avant tout les plus vulnérables, et les plus vulnérables, ce sont les gens âgés. Donc on pourrait dire, dans une société ultra-libérale, écoutez, ce sont des bouches inutiles, elles meurent en plus grand nombre que les autres, mais c'est pas très grave, il faut que l'activité continue. Non, pas du tout. Alors, on dit, il faut absolument sauver ces gens, il faut y consacrer du temps, de l'argent, cela passe avant toute autre considération. Alors justement, vous m'autorisez à ce stade, votre position est très claire, d'ailleurs vous rejoignez en ce sens celle du président de la République lors de son allocution d'il y a 3 jours aux Français, qui était à la fois rassurante mais en même temps très ferme dans les mesures disons sanitaires qui sont prises. Est-ce que vous y ajoutez, pour votre part, avant que Eugénie approfondisse ce questionnement, est-ce que vous y ajoutez pour votre part une considération, puisque nous sommes sur une radio juive, des décisions qui ont été prises par le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, en Israël, de fermer l'ensemble des frontières? Est-ce que c'est une option qui vous paraît valide, ou est-ce qu'il faut la rejeter a priori comme étant liberticide? Non, je veux dire, ces histoires de liberticide ou de contrôle ou de biopolitique sont complètement absurdes. D'accord. Il s'agit de protéger les gens. En Israël aussi. Et en Israël peut-être plus qu'ailleurs, puisque vous savez que c'est un pays en effet où chaque vie compte. Mais on se dit que tous les pays occidentaux aujourd'hui résonnent à l'israélienne, et ce n'est pas plus mal. Quant à la validité de telle ou telle mesure, ça, ce n'est pas à moi de le dire. Simplement, j'ai retrouvé un tout petit peu de mon ironie initiale quand Macron en a appelé à l'union sacrée. Parce que l'union sacrée, c'était face à la guerre. Alors oui, c'est la grande difficulté est celle d'appeler à la mobilisation sans en faire trop, sans tomber dans la grandiloquence. De même, les références à la peste, il paraît que le livre de Camus redevient un best-seller, sont totalement hors de propos. La peste, si vous voulez, elle tuait des millions de gens, et tous les gens contaminés par la peste mouraient dans d'horribles souffrances. Nous n'en sommes pas là avec le coronavirus. Heureusement. Eugénie Bastier. Oui, après, je trouve que ce qui est hors de propos aussi, c'est l'idée qu'on va renoncer à rien, qu'on va continuer comme avant, qu'on va vivre, que ça ne va rien changer. Emmanuel Macron d'ailleurs avait fait un discours la veille, pas hier mais avant-hier, mardi du coup, où il parlait, c'était une autre occasion, il disait nous continuerons à aller en terrasse, nous continuerons à vivre comme avant. Enfin, je trouve que hier il a pris enfin la mesure, parce qu'il y avait un espèce au début. Jeudi, vous voulez dire jeudi. Oui. Voilà, on a eu au début une lecture assez idéologique des événements de part et d'autre d'ailleurs. Il y avait ceux qui disaient finalement c'est l'occasion du retour des frontières, c'est la fin de la mondialisation, et qui avait une lecture très idéologique, et de l'autre côté un espèce d'optimisme macronien qui consistait à dire ça va bien se passer, les frontières ça c'est pas la solution, etc. J'ai l'impression que là on revient à quelque chose de plus réaliste, mais globalement c'est vrai qu'on assiste, je trouve, l'ambiance du moment à un retour du tragique dans nos sociétés, un retour qui avait été un peu évacué et qui était revenu à plusieurs occasions, d'ailleurs à l'occasion de la crise migratoire en Europe, et qui aujourd'hui revient d'une différente forme avec cette crise sanitaire qui nous met face à des questions que nous avons tendance à oublier dans nos vies quotidiennes, celle de la mort prématurée, celle finalement de notre rapport aux anciens. Et je trouve que c'est dans ce sens-là, on vit un moment extrêmement intéressant dans ce retour du tragique. Et il y a quand même un coup d'arrêt à une forme d'hubris occidentale. Peut-être, en effet. D'ailleurs, les gens n'ont pas attendu les politiques pour adopter des conduites de prudence. À Paris, on le voit, la circulation est extrêmement fluide, et les cafés, certains d'entre eux en tout cas, sont presque vides. Donc, je crois que, si vous voulez, on prend la mesure du problème. Vous dites retour du tragique. Et là encore, moi, ça me ramène à mon ironie initiale, que j'ai fort heureusement dépassée. Parce que ce qu'il y a de tragique en Europe aujourd'hui, et qui passe complètement au second plan, c'est l'horrible chantage de la Turquie. L'Europe est menacée d'une véritable invasion de réfugiés qui ne viennent
pas tous de Syrie, certains d'Afghanistan, et qui arrivent en Grèce pour quelques-uns d'entre eux au cri de Allahu Akbar. L'Europe est tétanisée et l'opinion en est quasiment détournée par cette obnubilation sur le coronavirus. Oui, mais quand même, Or, ça, c'est un phénomène d'une gravité Alain exceptionnelle. Finkielkraut, pour aller dans le sens, pour prolonger la question d'Eugénie, tout de même, Retour du tragique, c'était le titre d'ailleurs du livre d'un homme que vous avez bien connu et aimé, qui était Jean-Marie Domenach. C'était dans un tout autre contexte, c'était l'antitotalitarisme, mais ça s'appelle le Retour du tragique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le Covid-19, on n'a pas une autre forme, en quelque sorte, de backlash, d'effet de jogging, comme dirait Régis Debray, à savoir qu'on est allé très loin dans l'asservissement de la nature, c'est ce que Eugénie suggérait, et que au fond, pardonnez-moi l'expression, mais elle est employée par certains écologistes, la nature se venge sous la forme de pandémies difficilement contrôlables, tout au moins au premier temps. Est-ce que c'est pas surtout ça le tragique? Oui, parce que, juste une seconde, on compare avec la grippe espagnole, mais la grippe espagnole a mis 1 an à se répandre au monde entier. Là, en 9 jours, la pandémie est devenue mondiale. Donc, la mondialisation a une responsabilité. Alain Finkielkraut. Je ne sais pas si la mondialisation a une responsabilité. Le coronavirus est beaucoup moins dévastateur quand même que la grippe espagnole, qui a fait vraiment, après la Première Guerre mondiale, des dizaines de milliers de morts en France. Mais oui, peut-être est-ce un effet de cette espèce de la technique planétaire. Je pense que vous avez raison. Il n'empêche que ce cas de plus tragique, notre situation à nous autres Européens, reste inaperçue dans la majorité des médias, et la crise du coronavirus, la crise du coronavirus contribue à ce déni, et je crois que c'est dommage. Il faudrait que nous soyons capables de penser, justement, si nous voulons être à la hauteur du tragique, 2 choses en même temps, 2 menaces en même temps. Alors, cher Alain Finkielkraut, vous avez de la chance, vous avez le Figaro, ici dans le studio, vous avez Radio J, bien sûr, vous êtes ici chez vous, et vous avez aussi Causeur. On est en ligne avec Causeur, lui, il n'est pas dans l'hubris, il s'est mis d'ailleurs, non pas en quarantaine, mais un peu à l'abri. Guil, vous nous entendez? Oui, un petit doigt d'outre-tombe. Une réflexion, une question pour Alain? Oui, d'abord une petite réflexion par rapport à nos aînés et globalement à la santé. Je ne sais pas si Alain se souvient, mais les vieux qui parlaient yiddish, ils se disaient quand ils se séparaient, sei gesund, sois des bonnes santé. J'ai entendu ça toute ma vie, que c'était la bénédiction et la manière de se saluer des gens qui parlaient yiddish. C'est juste une petite remarque. Sur la question de la liberté, rappelons juste que la dictature, c'est quelque chose qui a été élaboré par les Romains au temps de la République pour suspendre justement la République pour 6 mois quand les circonstances étaient exceptionnelles. Donc on est dans des circonstances exceptionnelles, et donc je pense que suspendre certaines libertés, c'est pas du tout choquant. Si évidemment les choses sont faites avec réflexion, qu'on comprend quel est le rapport entre les moyens et la gravité de l'or. Et je pense que pour le moment, j'ai pas vu des attentes insupportables et démesurées à la liberté. Mais la question que je me pose, on a entendu ce genre de discours de retour des tragiques, et ce sera plus jamais pareil après le 11 septembre, après la crise de 2008, et plus récemment à d'autres occasions, les gilets jaunes, etc. On a toujours, Alain Finkielkraut, ce sentiment que quelque chose nous secoue, qui nous touche de près, qu'il y a un après, un avant. Qu'est-ce qu'on peut vraiment prendre, selon vous, de cet événement qu'on est en train de vivre maintenant? Écoutez, je pense que c'est très exagéré de parler comme ça. Je pense que lorsque la crise la pandémie sera résorbée, on oubliera
assez vite le coronavirus. Ça ne va pas s'inscrire dans la mémoire collective comme d'autres grands événements. Je ne crois pas, personnellement. Et en revanche, vous avez raison, certaines mesures radicales s'imposent. Il y en a une que je trouve à la fois nécessaire et problématique, c'est la fermeture de toutes les écoles, de tous les lycées et de toutes les universités françaises. La fermeture pour quelques jours, quelques semaines. Voilà, décidé jeudi par le président. Et peut-être quelques mois. Parce que là, franchement, on ne peut peut-être pas faire autrement, mais ça m'affole. Il faut savoir que aujourd'hui, en France, il y a des vacances de 15 jours toutes les 6 semaines, et nous sommes revenus, après une décision calamiteuse, à la semaine de 4 jours. Donc les élèves travaillent déjà de moins en moins. Et les mettre en congé, si vous voulez, ça corrobore, alors on ne peut pas faire autrement, mais ça corrobore la thèse de Jean-Claude Michéa d'un véritable enseignement de l'ignorance. Oui, mais on peut télétravailler. Alain, on peut télétravailler. Pourquoi ? Non, mais c'est une mesure qui s'impose parce qu'il n'y a pas de demi-mesure possible. Soit si vous fermez que quelques écoles, ça ne marche pas. C'est malheureusement une des mesures qui s'impose. Bien sûr que ça s'impose. Grandes circonstances. C'est aux grandes circonstances. Oui, d'accord. Moi, je voudrais revenir sur un angle. Non, ça aura aussi des effets terribles parce qu'il n'y aura pas de télétravail. Il y aura sans aucun doute des jeunes gens qui se mettront encore un peu plus qui ne le font aujourd'hui devant leur portable, devant leur écran, devant leur tablette. Donc, je ne mets pas en cause la nécessité de cette mesure. Je dis qu'elle aura des effets très, très négatifs. Voilà, alors, autre sujet. Il faut jeter à la liste des victimes de coronavirus l'enseignement en France. Voilà, exactement. Oui. L'enseignement en France comme première victime du coronavirus. Alors, autre sujet que nous devons absolument aborder. Je suis désolé, le temps nous est quand même compté dans cette émission et nous avons, cher Alain, vous le savez, nous avons un agenda très chargé aujourd'hui. Je vais commencer comme ça, écrit-elle. Soyez rassurés, les puissants, les boss, les chefs, les gros bonnets. Ça fait mal. On a beau le savoir, on a beau vous connaître, on a beau l'avoir pris des dizaines de fois, votre gros pouvoir en travers de la gueule, ça fait toujours aussi mal. Et elle ajoute, il n'y a rien de surprenant à ce que l'Académie des Césars élise Roman Polanski meilleur réalisateur de l'année 2020. C'est grotesque, c'est insultant, c'est ignoble, mais ce n'est pas surprenant. Quand tu confies un budget de plus de 25 millions à un mec pour faire un téléfilm, le message est dans le budget. Si la lutte contre la montée de l'antisémitisme intéressait le cinéma français, ça se verrait. Par contre, la voix des opprimés qui prennent en charge le récit de leur calvaire, on a compris que ça vous saoulait. Elle, c'est désormais on se lève et on se barre, la tribune événement de Virginie Despentes dans le journal Libération. Vous l'avez lu, vous avez sursauté, Alain Finkielkraut, expliquez-nous pourquoi. Alors, j'ai pas seulement sursauté à l'article de Virginie Despentes, j'ai été absolument horrifié par la cérémonie de César, et la tribune de Virginie Despentes en est en quelque sorte le couronnement. Cette cérémonie m'a évoqué 1984 de George Orwell. Carrément. Oui, parce que l'union du peuple se faisait dans 1984 autour des 2 minutes quotidiennes de la haine. Sur un écran géant paraissait le visage de l'ennemi du peuple, Emmanuel Goldstein. Et à ce moment-là, les gens ou des gens commençaient à cracher sur l'écran, d'autres à hurler à tue-tête pour couvrir sa voix. Et une femme s'est même mise à crier, c'est au début de 1984, espèce de porc, elle s'est emparée d'un dictionnaire de 9 langues et elle l'a catapulté contre l'écran où il a rebondi sur le nez de Goldstein. Et la 45e cérémonie des Césars, avec cet événement, les 2 minutes de la haine sont devenues 3 heures. Question naïf, Alain. Dans le texte orwellien, le fait que Goldstein s'appelle Goldstein n'est pas laissé au hasard, naturellement. Mais je ne laisse rien au hasard non plus. On avait compris. Goldstein s'appelait Polanski, d'ailleurs il ne s'appelait pas.
puisque la maîtresse de cérémonie n'a jamais prononcé son nom. Elle l'a appelé Hatchoum. Elle l'a appelé Hatchoum, Popol, le nain. Il n'avait pas la taille requise pour faire partie de la communauté humaine. Quant à Jean-Pierre Daroussin, qui annonçait le César de la meilleure adaptation, il n'a pas prononcé son nom jusqu'au bout. Il a avalé une syllabe pour marquer sa grande reprobation. Donc, à la différence de 1984, c'est pas le pouvoir qui organise la haine, c'est la contestation du pouvoir, et ce sont des femmes qui protestent contre les violences sexuelles. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de se montrer indulgent pour les violences sexuelles, et Adèle Haenel, avant Virginie Despentes, a dit que distinguer Polanski, elle avait dit dans le New York Times, ce serait cracher au visage des victimes. Sauf que la victime initiale de Polanski, Samantha Geimer, a dit: lorsque vous refusez qu'une victime pardonne et tourne la page pour satisfaire un besoin égoïste de haine et de punition, vous ne faites que la blesser plus profondément. Elle a ajouté: je n'ai jamais pu comprendre que tant des gens aient souhaité me voir aller mal, comme s'il fallait que je sois détruite pour que leur colère et leur indignation aient un sens. Avoir besoin qu'une victime ait mal pour sa propre satisfaction, son propre bénéfice, c'est une violence qui n'a rien à envier à une agression. C'est de cette agression qu'elle a été victime, entre autres, à la cérémonie des Césars. Et ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est de voir le mouvement féministe ou néo-féministe sombrer, en quelque sorte, dans la passion et la haine victimaire. Alain, une question de Eugénie Bastier, qui a travaillé elle-même, qui a fait un livre au CERF sur le néo-féminisme. Oui, ce qui est intéressant, d'abord, je voudrais rappeler quand même que Polanski a été récompensé. Il faut le dire quand même, parce qu'on peut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, et que ça, c'est quand même un acte, j'allais dire presque de résistance, ou en tout cas peut-être le dernier baroud d'ailleurs. C'était la moindre des choses, vu que le film est très bon. Oui, mais c'est-à-dire que aux États-Unis, le film n'est même pas diffusé. Enfin, il y a quand même c'était assez inattendu qu'il soit récompensé. Il y a quand même là quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que la France reste le pays où il est possible de récompenser Polanski. Pour revenir sur la tribune de Virginie Despentes, ce que je trouve intéressant, c'est que cette tribune est d'une violence extraordinaire. Et puis cette espèce de refus du débat, on se lève et on se barre, c'est-à-dire vraiment le recours à la violence assumée. Et ce qui est intéressant, c'est que Virginie Despentes elle-même, dans King Kong Theory, son fameux livre qu'elle a publié sur le féminisme, n'était pas du tout dans ce discours victimaire à l'époque, puisque King Kong Theory est un livre où elle parle de son viol, et elle cite notamment la féministe américaine Camille Paglia, qui aujourd'hui est mise au banc du féminisme américain parce qu'elle est considérée comme défendant trop justement les violeurs. Et Camille Paglia qui disait que après un viol, on pouvait très bien s'en sortir, on pouvait oublier, on était dans la résilience, qui rejoint d'ailleurs le discours de Samantha Geimer. Je veux dire, dans King Kong Theory, Virginie Despentes, elle a le discours de Samantha Geimer sur le viol. Et maintenant, aujourd'hui, elle rejoint la litanie victimaire. Donc c'est intéressant de voir l'évolution même de Virginie Despentes elle-même, qui était dans un discours très agressif, militant, radical, mais qui n'était pas victimaire et qui aujourd'hui devient victimaire. Mais qui devient victimaire, ce qui prouve en effet que les choses changent, et elles changent pour le pire. Certes, Polanski a été récompensé, mais précisément, cette récompense a été vécue par un certain nombre de femmes comme un véritable scandale, comme une honte, comme une insulte, comme un outrage. Et malheureusement, c'est un phénomène de génération. C'est un peu aussi le nouveau monde qui se révolte contre l'ancien. Une manière de dire, on disait OK boomer, c'est-à-dire OK boomer, tu as saccagé la planète, alors tais-toi. Et maintenant on lui dit, non seulement tu as saccagé la planète, mais tu violais sans entrave. Alors arrête aussi avec ton soutien des pédocriminels. Et Alexis Lacroix, vous avez très justement cité certaines phrases de Virginie Despentes. J'en ajoute une. Le temps est venu pour les plus riches de faire passer ce beau message. Le respect qu'on leur doit s'étendra désormais jusqu'à leur bite tachée du sang et de la mère des enfants qui te violent. D'abord, deux choses sur ce message. La première, c'est que elle va encore plus loin
que le discours féministe le plus radical. Les féministes les plus radicales disaient avant elle, écoutez, on ne peut pas distinguer l'homme et l'œuvre, même si l'œuvre est belle, eh bien l'artiste doit être comptable des choses qu'il a faites. Maintenant, elle dit, on ne l'a pas récompensé, bien que violeur, mais parce que violeur. Voilà. C'est le viol que les puissants célèbrent en Polanski. Le viol, et ajoute-t-elle l'argent. Et donc, c'est une vision totalement paranoïaque de la réalité, une paranoïa qui est incroyable, parce que aujourd'hui, certes, il y a des violences sexuelles, mais les femmes triomphent dans la société, elles accèdent à toutes les positions de prestige, ambassadeurs, architectes, directrices de chaînes de télévision, et j'en passe. Elles maîtrisent la fécondation, le père est facultatif dans la constitution d'une famille, le patronyme est facultatif aussi, et comme l'ont dit des avocates féministes courageuses, on peut constater qu'une inquiétante et redoutable présomption de culpabilité s'invite trop souvent en matière d'infraction sexuelle. Ainsi devient-il de plus en plus difficile de faire respecter le principe pourtant fondamental selon lequel le doute doit profondément profiter à l'accusé. Voilà ce qui se passe, et c'est exactement le contraire de ce qu'on raconte. Alors on se demande pourquoi cette haine victimaire, pourquoi cette passion victimaire. On va s'interroger dans une seconde. Juste avant, cher Alain Finkielkraut, je suis désolé, une petite page en couleur. Alain Finkielkraut, on est toujours avec vous en ce dimanche, et nous sommes en compagnie d'Eugénie Bastier du Figaro, et aussi bien sûr au téléphone de Gil Mihaeli, directeur général du magazine Causeur. Alors on évoquait à l'instant avec vous, Alain, la passion victimaire qui a saisi un certain nombre de femmes, de néo-féministes, à la suite de la cérémonie, pendant et à la suite de la cérémonie des Césars. On évoquait bien sûr la tribune particulièrement virulente de l'écrivaine Virginie Despentes. Moi, une question me taraude, et elle est posée par beaucoup de nos auditeurs ici à Radio J. Est-ce que le fait d'avoir fait siffler Roman Polanski sans nommer son nom était en soi déjà de l'antisémitisme? Est-ce que le fait de l'appeler Hatchoum ou de mettre en exergue son anisme était de l'antisémitisme? Alors, je vais répondre, mais pas directement à votre question. Bien sûr. Premièrement, je dirais que la tribune de Virginie Despentes n'était pas virulente, elle était ordurière. Elle était ordurière, et ce qui m'a profondément choqué et même blessé, c'est que elle ait été célébrée, même par ceux qui prenaient leur distance avec les amalgames qu'elle faisait entre le 49.3, les retraites et les violences faites aux femmes. Elle a été célébrée comme romancière. C'était la littérature qui parlait dans sa démesure. La littérature, c'est le contraire. La littérature, l'ontologie de la littérature, c'est de dire tous les hommes sont pareils et tous les hommes sont différents. C'est pourquoi la littérature pense par personnage et non par concept. Donc, or, elle réduit toute la pluralité du monde à l'affrontement de deux forces, les dominés, parmi lesquels les femmes sont les dominés violeurs et les dominés violés. Voilà, les dominants violeurs, les dominés violés, bon bref. Donc, je pense que c'est une des caractéristiques du Nouveau Monde de reprendre les mots de l'Ancien et de les vider de leur sens. La littérature et devient le contraire d'elle-même, de même la culture. La culture, c'était l'héritage de la noblesse du monde, et ça devient le tout venant, le n'importe quoi de l'industrie culturelle. Bien, et voilà quelque chose que je voulais préciser, mais justement, Virginie Despentes attise cette passion victimaire. Cette passion victimaire, d'où vient-elle au départ? De ce qu'on pourrait appeler la religion de la Shoah. C'est la Shoah qui a mis le juif victime au cœur de la sensibilité contemporaine. D'où une espèce d'appétence pour cette position, une appétence narcissique. Non, la victime, c'est moi. La victime, c'est nous. La victime, c'est nous les femmes. Je suis une victime. Le hashtag qui a fait fureur après le départ d'Adèle Haenel. Et ça peut mener très loin. Ça peut mener, en effet, à ce tweet publié par les terriennes, de femmes baptisées les terriennes, à l'issue de la cérémonie. Celui qu'on devrait gazer, c'est Polanski. Alors, moi, je l'ai noté, et on m'a téléphoné, on m'a dit, mais vous vous trompez. Elle disait cela parce que
parce que il y avait des gaz lacrymogènes avaient été jetés sur des manifestantes féministes. Mais oui, mais si c'est vrai, et c'est sans doute vrai, c'est encore pire. C'est-à-dire, on peut dire aujourd'hui, en toute insensibilité historique, celui qui devait être gazé, c'est Polanski. Surtout quand on sait quelle est l'histoire de sa famille, oui, et son bien sûr. histoire à lui, Et puis, dans le ghetto de Varsovie. Mais alors, on a tellement comparé les gaz lacrymogènes aux chambres à gaz qu'on oublie le comparer et qu'on en vient à ce genre de discours complètement affolant. Ce n'est pas l'antisémitisme, mais c'est une amnésie historique à force d'analogie qui fait très peur. Quant à l'antisémitisme, oui, je prétends qu'il était présent lors de la cérémonie des Césars, à travers le sort qui a été fait au nom de Polanski et à travers l'énumération des autres Florence présumés. Parce qu'elle parlait des violences sexuelles dans les milieux du cinéma. Et tout d'un coup arrive, comme un cheveu sur la soupe, Dominique Strauss-Kahn pour se joindre à Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Et le chanteur Patrick Bruel. Roman Polanski et Patrick Bruel, par allusion, mais une allusion insistante et très claire. Pas un mot. Moi, je ne le souhaitais pas parce que je n'aime pas les listes. Mais pas un mot sur Tariq Ramadan. Qu'est-ce qui se passe? Comment cela est-il possible? Et je crois que c'est vrai. Il est vrai qu'aujourd'hui, en dépit de toutes ces références à la Shoah, les Juifs sont repassés, notamment pour une partie de la gauche, l'extrême gauche, du côté des puissants. Ils sont les puissants. Israël, le peuple soldat éclipse le peuple martyr, sont les puissants, et puis c'est l'argent au cinéma, etc. Donc tout ce discours ressurgit en toute innocence, et d'autant plus innocemment que ce n'est plus l'extrême droite qui le porte. Eugénie. Oui, moi je voudrais revenir sur la radicalisation du féminisme et notamment en fait la question de la domination masculine et du patriarcat qui a été auparavant réservée à des franges d'extrême gauche, on va dire dans la lignée de la French Theory, etc., est devenu aujourd'hui le discours mainstream, enfin le discours dominant, c'est-à-dire qu'il y a plus aujourd'hui un féminisme extrême et radical, il y a un féminisme libéral, il n'y a plus qu'un féminisme radical. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce qui m'intéresse, c'est la renonciation aux formes et la brutalisation en fait qui s'exprime à travers ce féminisme. Quand des pans dit on se lève et on se barre, quand elle parle des bites tachées de sang, il y a une espèce de revendication de la vulgarité, d'un abandon des formes, parce qu'en fait les formes finalement c'est bourgeois, enfin on a un discours très révolutionnaire en réalité, Mona Ozouf pourrait très bien en parler, mais et finalement les principes, les formes c'est quelque chose de bourgeois, mais en temps de crise et de révolution on doit les abandonner, et il y a une espèce de brutalisation revendiquée. Absolument. Alain Finkielkraut. Alors là, vous rejoignez le pessimisme qui est le mien, Eugénie Bastier. Il existe un féminisme libéral, mais il vit sous la terreur de l'autre. Il s'exprime parfois, mais les grandes voix, pour le moment, se taisent. Elles n'ont pas envie de recevoir un tombereau d'insultes sur les réseaux sociaux, voire dans les médias. Et c'est pour ça que personne ne défend Woody Allen désormais aussi. Non, c'est encore autre chose. On le Il a été défend. beaucoup défendu, François Morel l'a défendu vendredi matin sur France Inter. On le défend quand même. Woody Allen. Quand même. Bien sûr qu'on le défend. Il n'en reste pas moins que l'hésitation de l'éditeur français même à publier ses mémoires est absolument affolante. L'éditeur français, c'est Emmanuel Carcassonne. Oui, je rappelle que Woody Allen a été blanchi 2 fois par la justice après des enquêtes très serrées. Mais vous citez Mona Ozouf. Et en effet, Mona Ozouf, dans les mots des femmes, elle parle de David Hume. David Hume adorait la France parce que c'était le pays des femmes. Et il disait que l'art féminin civilise les hommes. Ça, c'est dans les termes de Mona Ozouf, et ceci d'un bout à l'autre de l'escalier social. La société des femmes lui apparaissait comme une école d'intelligence et de mœurs, où le désir de plaire polit l'esprit, et donc il y avait un effet civilisateur. Aujourd'hui, le néo-féminisme contribue à la brutalisation des mœurs. C'est une inversion absolument terrible. Et ce que vous disent les néo-féministes, c'est que cette civilisation dont parle Mona Ozouf fait partie de la culture du viol. Voilà, c'est-à-dire que
non content de dénoncer la domination masculine là où elle sévit, il nous explique que la domination masculine caractérise l'histoire française, l'histoire occidentale, des origines à nos jours. Et tout est domination masculine. Le male gaze au cinéma, auquel il faut opposer un female gaze, un regard féminin. Et ça commence par le cinéma. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça va bientôt s'élargir à la peinture. Parce que quand même, quel est le haut lieu de la célébration de la femme, des femmes et de la féminité? C'est la Vierge Marie chez les peintres. Sinon, et puis les femmes, des femmes. Ce que dit Despentes d'ailleurs dans Quiconque théorise, c'est que la culture occidentale n'est qu'une apologie du viol. Voilà. Dans ses représentations. Or, et là, je cherche la deuxième raison, si vous voulez, de ce discours complètement délirant. On savait que l'idéologie était capable de simplifier la réalité. Là, elle ne la simplifie pas seulement, elle la remplace. La lutte des classes, ça sacrifiait l'esprit de finesse, mais il y avait une part de vérité. Là, il n'y en a plus aucune. Mais pourquoi? Une des raisons, c'est que s'il y a un ordre patriarcal aujourd'hui, il sévit ailleurs qu'en Occident. Et il sévit dans ces parties de l'Occident qui ne sont pas de mœurs européennes ou occidentales. Et cela, on ne veut pas le voir pour ne pas contribuer au racisme. Donc l'antiracisme conduit à criminaliser d'autant plus l'Occident que les véritables crimes se situent ailleurs. En dehors de Sonner. Merci infiniment Alain Finkielkraut. Donc c'est la fin de la deuxième partie. Débat animé. On se retrouve tout de suite après la dernière pause publicitaire. On part pour Jérusalem d'ailleurs. Fait la semaine toujours avec vous, cher Alain Finkielkraut. Je rappelle bien sûr votre dernier livre à la première personne. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, je suis désolé, mais l'actualité de cette semaine est évidemment chargée avec Eugénie Bastier du Figaro, avec aussi notre ami Gil Michaeli, qui est patient, qui est au téléphone, de causeur. En un mot, dites-nous votre sentiment. Alors on est dans un moment de suspense post-électoral en Israël. Il y a peut-être une chance de formation d'une coalition. Est-ce que vous, qui avez toujours vibré au destin de l'État juif, sans jamais décider de vous y installer définitivement, est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui dans l'environnement régional pour Israël ? Oui, bien sûr. Je suis inquiet pour Israël. Je suis aussi inquiet de la politique israélienne. Je l'ai dit. Vous l'avez dit, oui. Je l'ai déjà dit. Il faudra un jour ou l'autre résoudre la question palestinienne. Et je ne crois pas que le plan de l'administration américaine, qui a satisfait toutes les exigences du gouvernement actuel, je ne crois pas que ce plan réponde vraiment à la situation. Trop sévère avec les Palestiniens ou trop laxiste avec eux ? Non, je pense que les Palestiniens ne peuvent pas se retrouver dans un État tel qu'il leur est proposé. État croupion ? Voilà, et j'ai fait un jeu de mots. Un jeu de mots qui me plaît beaucoup. On va voir si vous allez trouver ridicule. Non, pas forcément. Mais je trouve aucun journaliste ne l'a fait, donc je suis assez fier. Allez-y, lancez-vous. Je pense que ce plan est interprété par certains Israéliens comme une victoire. Et vous ne voyez pas ce que je vais dire. J'ai presque honte. C'est une victoire en trompe-l'œil. Non, il est très beau. Vous savez que la place de directeur de Libération pourrait vous échoir un jour. Hein. Alors ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Alors, est-ce que Pascal, vous nous entendez ? Allô, Pascal ? Pascal Sunshine, on va être en liaison avec elle d'une seconde à l'autre. Alors on continue, oui, avec vous, Alain Finkielkraut. C'est vrai, vous avez raison, c'est une victoire en Trump-le-Mais. Comment vous expliquez que la droite sioniste religieuse, je pense notamment à Naftali Bennett et aux gens qui sont autour de lui, le dénoncent au contraire comme étant extrêmement laxiste, ce plan ? Oui, parce qu'il y a toujours une droite à la droite de la droite. Oui. Et il y a des gens, sans doute, en Israël, qui préconisent une annexion totale et, de manière plus ou moins ouverte, un renvoi une immigration des Palestiniens vers la Jordanie. Et ce n'est pas concevable. Et je pense que il faudrait, à plus ou moins long terme, s'orienter ou se réorienter
pour ce qui est de la Cisjordanie, vers une fédération jordano-palestinienne. Voilà, je crois, la seule chance d'un État viable à côté d'Israël, mais je répète ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, ce n'est pas une attitude sioniste que de vouloir agréger toujours plus de populations palestiniennes en Israël. Il serait vraiment, si vous voulez, tragique, là pour le coup, que la volonté juive d'instaurer un État où les Juifs soient majoritaires, que cette volonté soit trahie par les plus sionistes d'entre les sionistes, et que les Juifs se retrouvent minoritaires dans leur propre État. Merci, cher Alain Finkielkraut. Depuis 1967, vous étiez tout jeune homme, vous n'avez pas changé, vous êtes anti-annexionniste, et vous êtes aussi bien sûr un défenseur d'Israël et du sionisme, mais sur une ligne anti-annexionniste. Aujourd'hui, elle est minoritaire, mais justement, c'est d'autant plus courageux de l'affirmer. Pascal, vous êtes en ligne avec nous ? Oui, Alexis. Voilà, donc on est avec Alain Finkielkraut, on est avec Eugénie Bastier. L'actualité en Israël, c'est aussi bien sûr les mesures contre le corona, j'imagine. Absolument, et l'on peut même dire que cette pandémie est médiatique et qu'Israël ne fait pas exception. Une sensation étrange d'isolement et de partage, d'impuissance face au virus qui ne connaît pas de frontières. Les silhouettes blanches, capuchonnées et masquées ont à ce point envahi les journaux, les sites internet et les chaînes de télévision qu'il faut redoubler d'attention pour distinguer si elles sont israéliennes, japonaises, italiennes ou américaines. Ce sont les citoyens du monde entier qui sont entrés cette semaine dans le plus grand programme de télé-réalité de l'univers, mis en scène par des gouvernements affolés et des médias anxiogènes, écrit Alon Ben David dans Maariv. Il est vrai que toute la presse est passée en mode corona, les radios et télévisions convoquent les experts susceptibles d'expliquer le phénomène avec force, chiffres et graphiques, mais personne évidemment ne peut donner de réponse. Les médias électroniques bombardent les téléphones d'alerte avec le décompte actualisé des nouveaux cas d'infection et les itinéraires des malades dans les jours qui ont précédé le diagnostic. Dans Makor Rishon, Hillel Maeli relie cette actualité immédiate au cycle immuable de la lecture de la Bible et à la paracha Kitissa qui aura été lue ce Shabbat dans des synagogues où l'on aura dû admettre que quelques dizaines de fidèles pour éviter la contagion. Mais c'est justement pour cela que le juriste veut remettre en perspective cette spirale délirante qui transforme les individus en statistiques. Les êtres humains ne sont pas des grains de sable au bord de la mer, ils sont des étoiles dans le ciel. Les compter revient à les transformer en une masse sans visage qui porte en elle le danger d'une épouvantable épidémie. Paradoxalement, explique Maëli, c'est le recensement qui mène à l'oubli. L'individu devient un nombre et il ne reste rien de lui, car c'est le retrait de l'humanité qui mène au fléau. L'éditorialiste rappelle aussi la phrase du poète israélien Yehuda Amichai qui disait que les nombres tatoués sur le bras des survivants de la Shoah étaient les numéros de téléphone de Dieu qui avaient été déconnectés. On ne doit pas compter les êtres humains comme du bétail, mais seulement pour leur rendre leur individualité et leur unicité. C'est pourtant le souci de préservation des vies humaines qui guide les services sanitaires et les pouvoirs publics qui énoncent chaque jour de nouvelles consignes pour tenter d'aplatir la courbe de l'épidémie, selon l'expression désormais consacrée. Après avoir pratiquement fermé ses frontières, Israël a complètement fermé ses écoles, ce qui sonne comme le prélude à un confinement ultérieur qui pourrait concerner une large partie de la population. Seuls dans ce climat de panique, les commentateurs politiques semblent garder leur sang-froid. Netanyahou se pose en père et médecin de la nation, ironise Ben Caspit dans Maariv. Pour le journaliste, les apparitions télévisées quotidiennes du Premier ministre au journal de 20h pour annoncer les consignes du jour et expliquer les vertus hygiéniques du mouchoir en papier sont un excellent moyen de faire oublier ses embarras judiciaires alors que son procès doit s'ouvrir mardi. Et comment oublier aussi, au milieu de cette épidémie qu'Israël attend toujours son gouvernement, Yossi Werther dans Haaretz estime que le coronavirus est une occasion en or pour Netanyahou et qu'il n'a pas l'intention de la manquer. L'éditorialiste de Haaretz ne croit pas à la pureté des intentions du Premier ministre quand il préconise la formation d'un gouvernement d'urgence nationale. Et puis, ce gouvernement doit-il se faire
faire avec ou sans les partis arabes israéliens. Sur ce point, les avis divergent. L'écrivain David Grossman, dans Yediot Aharonot, estime qu'il y a une occasion historique à saisir, car les citoyens arabes veulent prendre leur place dans les affaires de leur pays, et il exhorte le leader centriste Benny Gantz à en faire une condition pour rejoindre un gouvernement d'union avec le Likoud. Ce serait une faute morale que l'on ne pourrait plus annuler, lui répond Kalman Libeskin dans Maariv, pour qui des élus qui appellent à la fin d'Israël comme État-nation du peuple juif n'ont pas leur place dans la coalition. Difficile donc ces jours-ci en Israël de faire la différence entre les symptômes de la fièvre politique et ceux du corona. Merci beaucoup Pascal, surveillez votre température bien sûr, on vous retrouve dès demain matin sur Radio J et la semaine prochaine bien sûr, nous on refait la semaine. Erev Tov. Alors, il nous reste 1 minute Alain Finkielkraut, nous sommes toujours ensemble. Est-ce que vous avez un vœu à former pour l'État juif ? Un vœu à former pour l'État juif. Bon, d'abord, je trouve, c'est pas tout à fait un vœu, il ne revient ni au chef d'État ni au chef de gouvernement de nous dire qu'il faut utiliser tel type de mouchoir et nous laver les mains. Pourquoi ? Premièrement, parce que, enfin, je veux dire, ça, c'est le directeur de la santé, quand même. D'accord. Un peu de hauteur, un peu de dignité. Deuxièmement, je suis malgré tout d'accord avec David Grossman. Mm-hmm. Il y a une occasion à saisir. Certains élus arabes, en effet, sont antisionistes. Ils ne le sont pas tous. Et, là encore, il y a 20% d'arabes en Israël. Il faut faire avec cette réalité. Et faire avec cette réalité, c'est effectivement prendre des mesures démocratiques qui s'imposent. Donc, ce que je souhaite à Israël, c'est que elle trouve vite la sortie de ce pays trouve vite la sortie de la crise du coronavirus, et que Israël s'attelle aussi à la question des questions qui reste pour moi la question palestinienne. Voilà, politique d'abord, dites-vous en quelque sorte. Merci beaucoup pour cette passionnante émission. Merci à nos confrères et consoeurs et amis. Eugénie Bastier du Figaro, Gil Michaeli, qui était au téléphone, directeur général du magazine Causeur. On se retrouve évidemment, Gil, dès la semaine prochaine à Radio J. Un grand merci à vous, cher Alain Finkielkraut. On se retrouve, nous, tous les deux, avec Gil Michaeli dans un mois, au micro de Radio J. Bonne fin de journée à tous, et maintenant, c'est les informations.